Voilà. Voilà, cher Roberto, merci d'être là comme chaque semaine, ou presque la semaine dernière, nous ne t'avons pas entendu, tu étais par Mons et par Vaux. Et tu vas nous raconter depuis 15 jours ton analyse pertinente et éclairée. Je rappelle que tu es géopolitologue notamment et que tu es notre observateur privilégié. Tu es basé à Bruxelles. Ouais. Et sans autre, je te cède la parole pour un quart d'heure de ce tour du monde. Comment va le monde aujourd'hui, Roberto? Alors, je vais essayer de passer, comme je le fais chaque semaine, donc la semaine passée, malheureusement, je n'étais pas disponible. La semaine prochaine aussi, peut-être parce que je serai au Maroc, si tout va bien. Parce que là, les restrictions sont encore très, 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 très fortes. Donc, on verra bien si je pars. Je vais essayer de passer vraiment, comme je le fais depuis quelques semaines avec vous, au peigne fin le monde, mais de manière assez transversale, pour essayer de ne pas revenir de trop sur des questions que vous entendez aussi énormément dans la presse. Sinon, bah, à ce moment-là, regardez la presse et ne venez pas ici, ça ne sert à rien. Ça fait plaisir de voir Valérie Carole parce que je ne vous avais pas encore vu. Donc, enchanté. N'hésitez pas à m'ajouter sur LinkedIn et ça me fera vraiment plaisir de vous avoir dans le réseau avec grand, grand plaisir. Et je commence par un discours qui a eu lieu hier de Vladimir Poutine, ce fameux 9 mai qui était fondamental. Je reviendrai uniquement sur la prise de parole qui a été très courte par Vladimir Poutine, mais surtout d'une problématique que j'analyserai comme une Russie qui se croit grande et qui, à l'heure actuelle, a encore énormément, on a déjà eu des problèmes, elle n'arrive pas à faire les comptes avec son passé et encore moins avec son présent. Et donc, elle se retrouve dans une situation peut-être d'aveuglement ou même elle regarde le monde via son président, bien sûr, avec un prisme qui n'est plus le bon prisme à l'heure actuelle pour comprendre le monde en 2022. On reviendra bien sûr sur les questions, mais il y a un enlisement, il y a un gros problème parce qu'on s'attendait quand même à quelque chose de beaucoup plus fort de la part du président russe, peut-être un message beaucoup plus va-t-en-guerre, et il est resté quand même assez, je dirais pas soft, il a encore réécrit l'histoire comme il l'a fait ces dernières semaines, mais il a été moins dur à certains égards. On pourra revenir bien sûr là-dessus après. Je vais passer maintenant en revue plein de questions internationales, mais qui ont ou qui auront peut-être un impact sur le monde des affaires. Déjà, je vais vous parler du protectionnisme. Est en cours à l'heure actuelle à l'étude à la Commission européenne. On sait très bien que quand l'Union européenne prend des décisions, ça a un impact sur d'autres pays et sur d'autres continents, des lois en fait de protectionnisme, donc c'est-à-dire des entreprises détenues par des États, je pense notamment aux entreprises chinoises, eh bien, à l'heure actuelle, l'Union européenne est en train de réfléchir à une législation pour empêcher les entreprises majoritairement détenues par des États de pouvoir acheter des entreprises européennes et pas que. Et donc, de plus en plus, donc on vise la Chine, on vise Pékin de ce côté-ci, mais ça donnera peut-être des idées. On voit que les Américains ont beaucoup joué là-dessus, les Chinois aussi qui protègent leur marché, les Européens le font maintenant, donc on voit qu'on a cette tendance post-Covid, c'était déjà un peu le cas durant le Covid, ça s'accélère maintenant à une forme de protectionnisme, protectionnisme qui risque peut-être de poser problème, parce que le commerce international, dans des marchés petits comme, moi je suis à Bruxelles, c'est la Belgique, ou encore la Suisse, on arrive très vite à saturation d'un marché, parce que ce sont des petits marchés, on ne peut pas être en autarcie. Et alors, quand on fait face à des blocs commerciaux à proximité qui ont des politiques protectionnistes, dans ces cas-là, on rentre dans une période peut-être de difficulté. Alors, d'autres points sur lesquels j'aimerais revenir, l'Afghanistan, peut-être référence quand même, on n'en parle pas beaucoup, on parle de l'Ukraine, mais je vous rappelle, et ça c'est une nouvelle d'il y a une semaine, mais on n'en parle que depuis hier dans les médias, mais les femmes ont l'obligation de reporter la burqa, donc sur un plan purement de l'égalité, de la place des femmes, du féminisme, de la politique des talibans, parce que c'est passé au second, si pas au troisième plan, ce qui se passe en Afghanistan avec l'Ukraine, mais la situation est extrêmement difficile et la place des femmes commence à devenir vraiment, vraiment critique de ce côté-là. Et je voulais absolument le mettre dans les priorités, dans les questions les plus en haut au niveau des thématiques que j'allais aborder aujourd'hui. La place des femmes est vraiment en difficulté en Afghanistan, et pas que en Afghanistan, bien sûr, mais je trouve que c'est vraiment dommage qu'une actualité ukrainienne mette de côté, et sans essayer de trouver quelle est la priorité dans les actualités, mais que ça mette de côté une situation de famine, de politique et de place de femmes qui est très, très difficile à l'heure actuelle en Afghanistan. Alors, d'autres points aussi
l'Afrique qui commence à devenir, et même peut-être après l'été, une des victimes collatérales, mais en premier plan en fait de ce qui se passe dans le conflit ukrainien, parce qu'avec la hausse des prix au niveau agroalimentaire et la raréfaction aussi de produits alimentaires de base, on risque dans les 3 à 4 mois à venir peut-être avoir des soulèvements sociaux dans certains pays. Donc si vous commercez avec certains pays, Gilles, on en parlait tout à l'heure, on pourra revenir là-dessus aussi, si vous commercez avec certains pays sur le continent africain, là aussi, dans la gestion de risque, à voir aussi si certains pays ne seraient pas en difficulté avec des soulèvements sociaux qui seraient liés aussi purement au prix des produits alimentaires. L'inflation de ce côté-là et l'accès à ces produits-là peut mettre à mal les échanges commerciaux que vous auriez, vous ou certains de vos partenaires, avec des pays africains, ou si vous avez par exemple la production dans certains de ces pays africains. Alors, il y a aussi un petit point, je reviens sur l'Inde, parce que l'Inde a été l'invité spécial du G7, donc ce groupement des 7 plus grandes économies ou plus fortes économies à travers la planète, sous présidence allemande. Ça s'est déroulé le week-end passé. L'Inde, pourquoi? Parce qu'on essaye de la faire revenir dans le giron des pays occidentaux et ne pas être trop proche de la Russie. Donc, il y a aussi une volonté là derrière à inviter l'Inde. Il n'y avait pas que l'Inde qui a été invitée, il y avait aussi l'Indonésie, il y a le Sénégal, donc pour essayer de ne pas trop faire tomber ces pays-là trop proches en fait de la Russie dans des échanges commerciaux et surtout dans l'achat de gaz et de pétrole, parce qu'il y a le bannissement en fait de l'achat de pétrole et de gaz russe de la part des Européens, mais d'autres pays continuent à acheter, je pense notamment aux Chinois. Les Chinois, on n'en a pas parlé. Je vais y venir, mais je reste sur l'Inde. L'Inde qui est en train de passer un moment de grande difficulté au niveau des vagues de chaleur, 50 degrés, imaginez 50 degrés, déjà quand on est à 40-43 degrés, l'été passé, on était en train de crever de chaud, parlons-nous vrai, eh bien, imaginez 50 degrés. L'Inde qui était dans une phase de développement durable, d'économie verte, eh bien, pour éviter trop de coupures d'électricité dans l'utilisation de matériel, enfin d'air conditionné, à accepter, à relancer en fait l'extraction et la production de charbon. Et comme vous le savez, pour produire de l'électricité, et comme vous le savez, c'est quand même avec ça qu'on produit le plus de pollution et de microparticules. Pour revenir sur la Chine, je vous parlais de la Chine notamment avec l'acquisition d'entreprises européennes et pas que, et donc il y a un protectionnisme européen de ce côté-là. La Chine, dans sa politique très intelligente de l'achat d'hydrocarbures, ce qu'elle a fait, et là aussi c'est passé sous les radars, elle a acheté à la Russie, qui vend moins de pétrole bien sûr, aux Européens, ou presque plus. Certains pays, l'Union européenne a accepté, notamment avec la Hongrie, de pouvoir continuer un peu à acheter du pétrole parce que jusqu'ici, la Hongrie et d'autres pays sont trop dépendants des hydrocarbures russes. Ils ont demandé un peu plus de temps à Bruxelles pour pouvoir continuer à acheter du gaz et du pétrole russe pendant quelques mois encore. Mais par contre, pour revenir juste à la Chine, on a su que certaines raffineries indépendantes chinoises, si vous reprenez les prix du pétrole au baril à l'heure actuelle, on est aux alentours de 100-104 $. Ils ont pu l'acheter aux alentours de 35 $, les Chinois. Donc ça vous donne quand même, c'est au tiers du prix, ça vous donne quand même une idée de la politique assez agressive des Chinois avec les Russes qui peuvent acheter des hydrocarbures et qui peuvent les acheter aussi la plupart du temps dans leur monnaie locale. Donc tout ça pour vous donner quand même des questions qui me semblent, enfin, des informations qui me semblent transversales et qui sont assez importantes sur des questions énergétiques et autres, et pas que. Alors, il y a aussi une autre question maintenant qu'on est encore sur la Chine, et après je reviendrai sur les entreprises qui sortent du marché russe et qui sont en difficulté, notamment sur leur réputation. Je vous parle d'un point qui me semble quand même particulier, qui passe hors radar. Les Chinois, vous savez, quand une entreprise chinoise fonctionne très bien sur son marché, à un moment donné, elle essaye d'aller voir sur d'autres marchés pour se développer. C'était comme les Américains, comme ils l'ont fait dans leur temps, parce qu'ils avaient accès à un marché de 300 millions de consommateurs. Les Chinois, là, on est 3-4 fois plus. Les Chinois, de leur côté, c'est une entreprise dont vous n'avez peut-être pas entendu parler. C'est une entreprise de jouets qui s'appelle Pop Mart. Renseignez-vous, elle a environ 288 flag stores, donc vraiment des magasins à travers le pays. Ils fonctionnent du tonnerre. Ce sont des jouets un peu particuliers créés par des artistes en mode pop art et autres, et pas que. Ils veulent, d'ici à la fin de 2022,
s'ouvrir vers tout le marché mondial, donc être présent dans environ une cinquantaine de shopping centers à travers la planète. Donc, ils vont chercher des alliances, mais sur le mode jouet. Donc, renseignez-vous un petit peu, c'est quelque chose qui passe hors radar. Je vous en parle maintenant, mais on en entendra beaucoup parler d'ici à la fin de l'année. Comme vous savez, Enza, vous, en me présentant, c'est pas que géopolitologue. En fait, moi, j'essaye d'aller prendre les tendances du monde pour essayer de créer de la valeur dans des entreprises, de les accompagner dans leur croissance et aussi défendre leurs intérêts auprès de politiques, même au niveau européen. Donc ça, c'est une information sur la Chine qui pourrait peut-être vous intéresser à terme. Je vous parlais aussi de la Russie et puis après, je m'arrêterai là parce que j'ai quand même envie de laisser la place à Carole, Valérie, Nina, Gilles, Marek. Oui, je t'avais pas vu, donc plaisir de t'avoir avec nous dans ta voiture et aussi Merci. Angelo. En fait, ici, un dernier point, le problème, c'est un peu comme si on prenait une balance d'apothicaire. Entre le gros questionnement des entreprises occidentales qui étaient présentes en Russie, on part ou on part pas. Alors, il y a eu une forte pression internationale pour tout ce qui est réputation et crise de réputation qui peut coûter très très cher et des entreprises sont parties. Rappelez-vous la Société Générale, cette grande banque française avec des ramifications internationales qui a attendu longtemps avant de partir, Carrefour idem, Decathlon aussi. Eh bien, quand on fait le compte des entreprises, beaucoup ont été poussés à la sortie mais surtout, elles sont en train de faire des provisions pour 2022 et 2023 qui sont entre 10 et 15 milliards, les entreprises occidentales, de pertes sèches. Je vous donne un simple exemple. La Société Générale, quand elle a décidé de sortir en fait du marché russe, elle détenait, parce qu'elle vient de le revendre, une filiale qui est une banque locale avec beaucoup d'agences sur le sol russe. À partir du moment où elle décide de le revendre, de revendre cette filiale russe, il faut bien qu'elle le revende à quelqu'un. Cette personne-là, sachant bien, bon déjà, il y a beaucoup de personnes qui étaient sur liste rouge occidentale, donc pas moyen de les revendre. À partir de ce moment-là, il faut essayer de trouver une personne qui accepte de l'acheter, une personne qui accepte aussi de l'acheter à un prix normal. Eh bien, c'est un conglomérat qui a accepté de racheter, mais qui l'a racheté 3,3 milliards de dollars moins cher que le prix du marché. Et la Société Générale l'a accepté. Ça vaut pour la Société Générale, ça vaut pour plein d'autres entreprises comme Shell, comme British American Tobacco, comme Coca-Cola aussi qui a vendu certaines parts. Et donc, les entreprises occidentales, en sortant du marché russe, c'est pour ça que pendant des semaines, ils ont attendu, même s'ils avaient face à eux cette balance entre le risque de réputation qui peut coûter très cher, mais la vente de leur présence sur le marché russe qui va être dévalué, mais pas en quelques millions, en quelques milliards. Et l'exemple de la Société Générale vaut pour plein d'autres grosses entreprises. Et on est en train de dire qu'à l'heure actuelle, environ 10 à 15 milliards de pertes sèches pour des sociétés occidentales qui avaient une présence sur la Russie vont s'inscrire dans les comptes. Et donc, hormis la crise, hormis la situation post-Covid, hormis le conflit, il y a aussi ces pertes sèches pour ces entreprises occidentales qui risquent d'ici à fin 2022 d'avoir un effet aussi dans le commerce, dans des choix stratégiques que des entreprises peuvent faire. Je vous rappelle British American Tobacco, il y a aussi des entreprises qui sont bien présentes comme des Philip Morris et autres parce que les grandes entreprises de tabac sont très présentes sur le sol russe parce que c'était un marché très intéressant et très vivace. Ça veut dire aussi que ces entreprises internationales, en se réorganisant et se réorientant, elles ont un problème aussi en se disant on va voir ce qui va se passer d'ici à la fin de l'année. Donc stratégiquement, il est un peu plus difficile de faire des affaires avec elles parce qu'elles attendent voir après l'été ce qui se passe. Voilà, je m'en remets à vous. J'arrête de parler, Madame la Présidente. Merci beaucoup, Roberto, de ce passionnant, évidemment, tour du monde, quoique assez effrayant, en fait. Oui. Tu parlais des femmes tout à l'heure et des sujets qu'on oublie totalement occultés par uniquement la crise en Ukraine. Au niveau des femmes et au niveau international, il y a un point qui inquiète beaucoup le monde, ce qui se passe aux États-Unis avec le retour en arrière, notamment sur l'avortement. Est-ce que Oui. tu peux nous en dire un mot, notamment au niveau même des conséquences économiques que ça peut avoir?
En fait, juste pour revenir sur ce point-là, c'est une question super intéressante parce que la place des femmes dans le monde est quelque chose qui m'a beaucoup touché du moment où je faisais mes missions en fait en République démocratique du Congo, où j'ai vu que le viol était utilisé comme arme de guerre à l'époque dans l'est du Congo, et c'est quelque chose qui a été réutilisé aussi. On n'en a pas parlé, on n'en a pas assez parlé en Ukraine. Donc certaines femmes étaient violées, on les laisse en vie pour qu'elles gardent ces images-là et qu'elles vivent avec. Donc c'est quelque chose de très dur. Dans la partie américaine, pour répondre à ta question, et je sais très bien que dans les questions-réponses, il faut être bref, la Cour suprême en fait américaine, la Cour suprême à Washington, c'est un peu une cour, un bras judiciaire, mais qui prend des décisions quand même à forte valeur politique. Et dans le cadre, donc c'est un arrêt de la Cour suprême d'il y a quelques décennies qui permettait quand même aux femmes de pouvoir, jusqu'à un certain point, pouvoir avorter. Mais dans certains États, pardon, il y a des réglementations qui sont beaucoup plus dures. Donc, c'est-à-dire qu'on va jusqu'à des 6 semaines, des 5 semaines, des fois, la limite pour pouvoir avorter. Et là, on risque, en fait, avec cette cassure, parce que maintenant, il y a une majorité, la Cour suprême américaine, une majorité qui est conservatrice, qui avait été nommée du temps du président, l'ancien président Trump, qui fait qu'on pourrait revenir peut-être en arrière. Mais c'est juste faire plaisir à un certain nombre d'États très conservateurs dans le centre des États-Unis, pas nécessairement les deux bananes comme je les appelle, de la côte est et de la côte ouest, qui vont de New York jusqu'à Miami et de Seattle jusqu'à Los Angeles, où là on est très progressiste, on est très ouvert. Et là ça me préoccupe profondément parce que ce sont deux Amériques en fait qui s'affrontent. Quand vous allez aux États-Unis, que vous avez une discussion avec une personne qui est à Miami ou une personne qui est en Oklahoma en plein centre, vous allez avoir deux réalités différentes. Un peu comme si on était face à une personne, Marek pourra nous le dire, une personne qui est en Pologne et une personne qui est en Espagne. On a deux mondes totalement différents. Et ça, ce sont aussi les États-Unis. Et on essaie de les mettre ensemble, mais on a une Cour suprême qui est majoritairement conservatrice et majoritairement qui veut revenir en arrière parce que je crois qu'il y a eu des craintes face à un président extrêmement progressiste et ouvert vers le monde comme Barack Obama en son temps. Et donc, il y a une sorte de frein à main qui est tiré. Mais là, dans le cas présent, c'est une question qui touche aux femmes. Et je ne sais pas si vous avez entendu, parce que ça, ce n'est même pas une question d'économie, c'est une question de psychologie et de sociologie. L'État de New York, donc beaucoup de cliniques sur l'État de New York ont dit aux femmes qui ne peuvent pas avorter dans le centre des États-Unis, venez à New York, vous pourrez vous faire avorter chez nous. Donc, on en arrive là, des femmes qui devraient faire peut-être 3000 km pour devoir avorter. Merci beaucoup. Y a-t-il des questions? Bon, Marek, toi, tu es le plus près. Tu es en Pologne, là? Là, je suis à Varsovie, oui. Comment c'est chez toi? Qu'est-ce que tu peux nous dire? Peut-être revenons tout d'abord sur la question d'abortion. Je peux attirer votre attention au fait qu'en Pologne, c'est strictement interdit. Donc, nous, on doit aller aussi en Allemagne ou en Scandinavie pour faire l'abortion. Donc, avec le gouvernement qui est très conservatrice et puis qui a fait en fait de ces faits inutiles de campagne électorale. C'est pas drôle du tout. Donc l'Europe est loin d'être unie, elle n'est pas progressiste en totalitaire. La Pologne est déchirée en deux. Donc il y a disons la moitié de la population qui est très progressiste, il y a la moitié de la population qui vit encore dans le Moyen Âge. Donc on a encore un chemin à faire. Au niveau des situations liées à l'Ukraine, elle s'est stabilisée en Pologne. Donc, la population de Varsovie a croisé de 15% en 2 mois. Donc, on a 2 300 000 Ukrainiens, si je ne me trompe pas, actuellement en Pologne. Bien entendu, beaucoup d'eux, ils vont rentrer en Ukraine, mais certainement pas tous. Pas tous. La majorité, c'est des femmes, c'est des enfants. Suivant la situation avec leur mari, elles veulent retourner ou pas. Donc, comme vous savez, la Pologne, avant la guerre, la partie de l'Ukraine, c'était la Pologne, notamment le Lvov. Donc, la partie occidentale de l'Ukraine, c'était la Pologne. Je pense qu'on n'a pas de problème culturel et puis ça facilite l'intégration des Ukrainiens ici. Nous, on est bien contents encore parce qu'il y a déjà des gens qui commencent à
à dire oui, mais il n'y a pas d'argent pas assez d'argent pour l'aide pour les Polonais. Et puis les Ukrainiens se trouvent gratuits, ils voyagent en train gratuitement, ils ont des subventions mensuelles depuis le gouvernement, etc., etc. Donc, ça risque aussi de créer des effets négatifs. Mais pour le moment, ça va. Merci Marek de ce témoignage. En fait, Roberto, par rapport à ce peut-être trop. Mais la situation même devient problématique. C'est pas que dans, enfin, je le vois ici en Belgique aussi, mais c'est pas la problématique ukrainienne. C'est la problématique de mettre en second plan d'autres problématiques. Je vois la question de Carole notamment quand on ne parlera plus d'Ukraine et de Covid. Ne sera-t-il pas trop tard pour la situation des femmes en Afghanistan? C'est Voilà. la problématique qui est profondément liée à une question de quelles sont les priorités. Est-ce qu'on met tout sur le même plan? Il n'y a aucun jugement de valeur de ma part sur la situation en Ukraine, qui est profondément triste parce que j'ai beaucoup d'amis à Lviv et à Kiev. Seulement, on ne doit pas faire ombrage à d'autres situations. Je le vois bien au Congo, je le vois bien parce que la Belgique accueille beaucoup de réfugiés sur le sol et politiques sur le sol belge. C'est une question d'avoir un peu plus de pragmatisme et d'équilibrer en fait les choses, non pas en fonction de l'actualité, mais aussi en fonction des problématiques des personnes. Merci beaucoup. Ben, justement, Carole, par rapport à ta question, ta vision. Bonjour à tous. En effet, enfin, l'Afghanistan, c'était déjà petit, on s'en occupait en fait déjà pas tant que ça avant. Et là, pour être en contact avec des locaux, oui, on se rend compte qu'on ne parle plus que de l'Ukraine. Et moi, quand on se déplace dans le monde, j'ai un peu honte aujourd'hui. Enfin, un peu honte. Il faut sauver tout le monde, mais du too much qu'on fait, de cette propagande un peu sur l'Ukraine qu'on n'a pas fait pour la Syrie, pour d'autres, etc. Et ça devient too much. En Afrique, il y a beaucoup de pays qui commencent à se révolter contre ça. Donc, il n'y a pas à classer la misère ou la violence dans le monde. Il faut en effet, comme dit M. Deprimis, essayer de répondre un peu à tout le monde. Ce n'est pas des milliards de personnes non plus. Des fois, on ne parle que de millions. Hein. On peut aussi agir pour quelques milliers. Et en Afghanistan, c'est quand même très préoccupant parce que maintenant, ils sont légitimes, entre guillemets. Donc, ils continuent de faire passer ce qu'ils ont envie. Comment on va pouvoir leur dire revenez en arrière? Les États-Unis ne vont pas dire sinon on revient. Ils sont restés 20 ans, ils les ont remis au pouvoir. Quelle est la pression? Comment on va pouvoir les faire évoluer si c'est possible? On part de loin quand même. Une fois qu'on parlera un peu moins de l'Ukraine et puis du coup, enfin, le Covid, ça y est, on n'en parle plus. Mais je vais être très direct et très cynique, Carole. Et vous pouvez m'appeler Roberto, hein, pas de monsieur ici. Mais honnêtement, quand on regarde la situation à l'heure actuelle en Afghanistan, rien que pour donner cette explication-là, un retour en arrière et qu'une puissance, quelle qu'elle soit, revienne sur le terrain de manière militaire ou autre, après la Russie, après les États-Unis, les Chinois ne s'aventureront pas là. La seule manière dont les Chinois pourraient s'aventurer là-bas, ce serait sur un plan commercial et surtout dans le cadre de la nouvelle route de la soie pour essayer de créer des synergies et des investissements sur le terrain qui permettent aux Chinois de pouvoir récupérer énormément d'argent. Donc malheureusement, c'est une question aussi de cynisme politique et de réel politique, comme on dit. Oui, et puis toujours la même question, Roberto, à qui profite le crime en ce moment? Au tout début de la crise, comme j'en avais parlé, il y avait et ça, il n'y a pas de complotisme. Les pharma et d'autres entreprises ont énormément gagné pendant la crise Covid. Les grandes entreprises de distribution aussi, la logistique. Là, maintenant, ici, c'est quand même toute la partie armement. Et certains pays qui commercent, l'agroalimentaire, quand on voit la flambée des prix, et certains pays, j'en avais parlé il y a 2 semaines, le Chili ou certains pays qui nationalisent leurs terrains agricoles fortement dosés en lithium. Donc là aussi, il y a vraiment des politiques qui sont en train de changer. Alors, les changements, ici, je crois qu'on est dans cette continuité de qui profite le crime, certaines nations, les États-Unis aussi. Rappelez-vous, comme les États-Unis sont en train de gagner au niveau énergétique parce qu'ils vendent énormément d'armements et ils vendent énormément d'énergie à l'heure actuelle. Je crois qu'on est encore dans la continuité du début du conflit. Il n'y a pas de nouveaux acteurs qui gagnent. Il y a ceux qui gagnaient déjà beaucoup qui en gagnent encore plus. C'est surtout ça. Ouais.
Bonjour Pashtoun, c'est un peu vers la fin, mais bienvenue quand même. Parce que, évidemment, sans complotisme et sans vouloir rien lier avec ou avec, mais c'est quand même formidable qu'à une époque, pendant 2 ans, où certains pays ne permettaient pas de faire 100 mètres autour de sa propre maison, on fasse d'un coup entrer 4 millions, 5 millions, je ne sais plus combien il y a d'Ukrainiens, sans aucun test en Europe, qui étaient terrorisés par le Covid. Comment est-ce possible? Mais ça va même plus loin. Je crois que c'est une force politique qui ne voulait pas passer à côté de sa responsabilité et de se dire on doit intervenir. Mais ce qu'on n'a pas, et ça je l'avais relevé je crois une fois au tout début ici, c'est que beaucoup d'agences pour la santé, des agences gouvernementales pour la santé étaient profondément préoccupées de ce flux migratoire. Un, parce qu'au niveau de la vaccination Covid, le taux de vaccination en Ukraine n'est que de 30%, première chose. Et seconde chose, certaines maladies liées un peu au passé dans nos contrées occidentales, je crois que c'est la variole et d'autres, sont énormément, tournent encore beaucoup à travers la population ukrainienne. Donc, c'était la grande préoccupation de ces agences sanitaires. Et elles avaient peur qu'il y ait un grand boom dans les 6 à 8 mois qui suivaient l'arrivée en fait, des Ukrainiens sur les territoires occidentaux. Donc là, c'était un peu préoccupant. Donc, je crois qu'il y a eu la volonté politique de ne pas passer à côté de ce moment historique et d'être aux côtés de la population ukrainienne et du président ukrainien, et qui a très, très bien joué sa carte médiatique en allant parler dans tous les parlements nationaux. Donc, il y a vraiment eu cette approche dans la balance, qu'est-ce qu'on fait? Et on a accepté un peu tout le monde à tout va, pour ne pas les laisser sous les bombes. Ok, est-ce que qui aimerait s'exprimer? Angelo, peut-être? Non, il vient de couper. Angelo, il faut remettre le micro, oui. Angelo, il faut faire l'inverse de ce que vous venez de faire. On ne vous entend pas. On va revenir vers Angelo. Ça y est, voilà. Voilà, on vous entend normalement. Oui. Ah, voilà. Oui. J'ai dû m'absenter juste un petit moment. C'est pour ça que j'ai loupé les dernières 5 minutes et c'est pour ça que j'ai mis l'Abschal. Voilà. Donc, je crois que c'était très bien, donc j'ai pu tout suivre. Et puis, voilà. Est-ce que vous avez une question? Parce que j'étais coupé, donc c'est pour ça que... Non, je pensais que vous aviez une question, mais bon. Non, pas pour l'instant. Il nous reste 2-3 minutes. Qui aimerait intervenir? Pashtoun Zirak? Non, merci, il n'y a pas de questions, merci. Ok, vous êtes, vous êtes où, basé? Je suis Pashtoun Zirak et je suis étudiant en Sciences Po avant et maintenant je suis étudiant en stratégie, organisation et management à l'Université d'Ukraine à Paris. À Paris, très bien, oui. Bienvenue. Très bien. Bon, s'il n'y a pas plus d'intervention que ça, Roberto, une J'aimerais juste conclusion? revenir peut-être sur Gilles avait posé une question au tout début quand ce n'était pas encore enregistré entre l'accord politique et vraiment l'entrée de l'Ukraine. Je fais en hyper bref. Je crois qu'il y a une volonté de pouvoir mettre dans le giron européen au niveau économique l'Ukraine à l'heure actuelle, ce qui est déjà le cas. Quand vous vous promenez, moi, quand je me souviens, mon dernier voyage en Ukraine, c'était il y a 6 ans. Je me souviens qu'il y avait des drapeaux européens partout. Il y a, juste pour vous donner une idée, l'Ukraine fait partie d'ailleurs des accords de partenariat au niveau des fonds européens. Donc, il y a beaucoup de collaboration entre l'Union européenne et l'Ukraine. Et je crois que comme il est très difficile de pouvoir faire rentrer rapidement, parce que ça demande du temps et un processus politique qui prend du temps aussi, de faire rentrer l'Ukraine au sein même de l'Union politique européenne. Et je crois que ça ferait grincer des dents certains pays dans les Balkans, notamment la Serbie qui demande depuis longtemps de rentrer, et la Turquie. Je crois que les Européens vont essayer de faire rentrer sous la forme d'un accord renforcé politique et économique l'Ukraine, pour la rapprocher de plus en plus de l'Union européenne, parce qu'ils savent bien que pour faire adhérer un pays à l'Union européenne, il faudrait environ
3, 4 à 5 ans, il faudrait aussi qu'économiquement, elle soit viable, ce qui n'est pas encore le cas, pour à terme peut-être la faire rentrer dans l'euro. Mais ça demanderait encore beaucoup plus d'années. Donc je crois que ce que les Européens essaient de faire maintenant, c'est de ne pas la faire rentrer politiquement au sein de l'Union européenne, mais essayer de l'intégrer encore plus dans des accords commerciaux bilatéraux beaucoup plus forts, ce qui me fait comprendre qu'à terme, l'Ukraine deviendra un partenaire bilatéral de plus en plus proche de l'Union européenne, ce qui doit donner aussi la puce à l'oreille dans vos affaires, parce que ce conflit ne pourra pas durer. En tous les cas, tout l'Est ukrainien, clairement, sera russe, mais toute la partie de l'Ouest ukrainien deviendra de plus en plus européen, mais pas Union européenne, européen, continent européen. Merci beaucoup. Gilles, j'espère avoir répondu à ta question. Merci beaucoup. Enfin, tout ça, on est en supposition. Espérons surtout que les humains de ce monde arrivent une fois à mieux s'entendre. Merci beaucoup. Je vous demande d'ouvrir vos micros pour un bel applaudissement pour Roberto De Primis, s'il vous plaît. Merci, Roberto. Merci. Merci beaucoup. Je vais arrêter l'enregistrement.